C'est une question récurrente quand tu es digital nomade comme moi. Où est-ce que tu vas habiter le prochain mois ou à ton prochain voyage? Est-ce que tu vas aller dans un co-living, dans un hôtel, dans un appartement? C'est une question hyper importante à se poser et dans cette vidéo, je vais faire de mon mieux pour t'expliquer les différences, les avantages, inconvénients de ces trois modes en tant que nomade digital pour le logement parce que je les ai vécus, je les vis tous les jours. C'est parti! Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Je vais commencer avec la première catégorie qui sont les co-living. Donc concrètement, un co-living, c'est un endroit où tu vas loger et où tu vas avoir un coworking, tu vas avoir des espaces communs comme une cuisine, des salles de bain et un salon, etc. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo quand je suis resté un mois au Outside de Lisbonne que tu peux regarder en haut à droite de cette vidéo. Et concrètement, au niveau avantage des co-living, déjà c'est que c'est facile, ok? Tout est là, c'est tout en un. C'est parfait quand tu arrives quelque part, tu as accès à un coworking, tu peux être efficace directement, tu habites au même endroit, tu as souvent un resto ou un café dans l'endroit, donc c'est quand même très pratique. Et c'est ce que je te recommande en fait quand tu vas quelque part où tu connais pas grand monde pour aller, on va dire, les 10 premiers jours si tu vas rester longtemps. Le temps de te poser un peu, de faire tes marques, d'avoir ce côté social et de pouvoir trouver un autre type de logement plus long terme. Donc ce qui est très cool aussi, c'est que tu as un coworking, internet est souvent très bon dans les co-living et il y a des villes, par exemple au Mexique, si tu vas à Puerto Escondido, internet est fiable que si tu vas au Selina par exemple. Donc très pratique d'avoir ces endroits-là en tête même si tu vas pas y habiter. Ce qui est très cool aussi, c'est au niveau vie sociale et activité. Souvent dans les co-living, tu vas avoir déjà les personnes qui habitent à ton étage, qui ont la chambre voisine à la tienne. Tu vas les retrouver à la cuisine, dans le salon, etc. Et il y aura aussi des activités organisées, que ce soit des restaurants, des séances de sport, etc. Donc ça c'est très cool pour directement te faire un réseau de personnes. Et puis c'est des personnes hyper cool qui sont des nomades. De mon côté, j'ai rencontré des gens incroyables quand j'étais au Outside à Lisbonne, y compris Gun Hudson, qui est un des experts mondiaux de crypto-monnaie et de fiscalité internationale. Donc bref, très cool. Et puis ce qui est cool, c'est que les parties communes vont être plus confortables parce que tu les partages avec d'autres personnes. Donc peut-être que tu peux avoir une cuisine mieux équipée, peut-être que tu vas avoir un plus grand salon, etc. que si tu loues un appartement de ton côté ou que si tu es à l'hôtel. Côté plutôt négatif par rapport au co-living maintenant, c'est que c'est souvent assez cher, ok? On va pas se le cacher, c'est souvent pas donné, surtout pour les couples, j'ai entendu dire, parce que tu payes 2 fois tout, en fait les tarifs sont pas par chambre, et donc ça peut être assez cher, même tout seul, tu as des outside qui vont être à $2000 US par mois, ce qui est quand même assez démesuré quand tu es au Mexique par exemple, en tout cas de mon point de vue. Un autre point négatif, c'est que tu peux pas forcément recevoir des amis pour faire à manger, pour faire une soirée, etc. C'est réservé que aux personnes qui sont dans le co-living et je trouve ça normal, mais en même temps c'est un peu embêtant comme setup. Autre point négatif que j'ai pu expérimenter, c'est que tu dois parfois attendre pour utiliser la cuisine, utiliser la salle de bain, etc. Et moi de mon côté, j'aime bien avoir accès aux trucs tout de suite sans avoir à attendre quand je suis là pour vivre, parce qu'on n'est pas des touristes, on est des nomades qui vivons. Quand on est dans un co-living, c'est notre maison, ok? Donc il faut qu'on ait accès à tout et qu'on soit confortable. De mon côté, je trouve aussi que j'ai parfois besoin d'être solo, de pouvoir me balader tout nu dans mon salon, c'est con, mais tu peux pas faire ça dans un co-living parce que tu partages avec d'autres personnes et tu dois respecter les autres personnes. Autre chose aussi que j'ai trouvé à la longue un peu pesant, c'est de ne pas pouvoir bien séparer la vie pro et perso, tu vois. Tu peux habiter juste au-dessus ou en dessous de ton coworking, tu recroises les mêmes personnes avec qui tu as parlé au coworking, avec qui tu as pris un café, donc tu as du mal, je trouve, à couper entre le pro et le perso. Et de mon côté, j'ai besoin de sortir d'un co-living pour aller continuer ma journée quand j'ai fini de bosser par exemple. Et la limite est pas très claire. Après, c'est quand même très très cool les co-living et je te recommande d'essayer au moins une fois d'aller habiter quelques temps dans un Selina, dans un Outside ou dans un autre co-living indépendant comme celui dans lequel je suis aujourd'hui, dont je vais te parler à la fin de cette vidéo. Deuxième grande catégorie de logement, ça va être les appartements.
Donc que ce soit un appartement que tu loues par Airbnb ou que tu as trouvé en direct. D'ailleurs, je t'invite à regarder, j'ai fait une vidéo sur comment trouver un appartement en direct. Le lien est en haut à droite. Trouver un appartement luxueux en payant pas trop cher. De mon côté, si tu as regardé ma vidéo sur les budgets nomades, je te mets le lien aussi ici, tu sais que je me loue un budget d'environ 600 € par mois. Donc ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est mon budget et j'arrive à trouver des trucs vraiment cool avec ce budget-là à l'étranger que je pourrais pas avoir en Europe ou à Paris par exemple. Donc au niveau des avantages de te prendre un appartement en tant que nomade, concrètement, c'est que souvent ça va être le moins cher et le plus flexible à terme. Parce que tu vas avoir plus ou moins les tarifs locaux. Bon, tu vas payer un peu plus cher, mais pour un meublé, tu vas avoir des tarifs assez intéressants. Et tu vas pouvoir aussi avoir plus de choix de configuration. Que tu veuilles être tout seul ou être en coloc, ou voilà, tu as le choix. Que tu veuilles avoir une grande cuisine ou autre, tu vas pouvoir visiter des appartements et choisir. Donc ça, c'est plutôt cool. Je l'ai mentionné, tu vas pouvoir justement te mettre en colocation. Moi j'aime bien, j'ai souvent des amis aux endroits où je vais en tant que nomade, me mettre en coloc avec des gens qui ont le même style de vie, c'est assez cool. Surtout quand tu es à l'étranger, à 6000 km de ta famille ou 10 000, c'est toujours cool d'avoir un visage familier. Je parle anglais, désolé. Un visage familier, quelqu'un sur qui compter, quelqu'un pour répartir les tâches de ménage, de cuisine, etc. Et puis aussi pour la vie sociale, c'est plutôt sympa. Un truc cool aussi, c'est que tu peux recevoir des gens chez toi, c'est ton appartement, t'en fais ce que tu veux, tu peux recevoir des gens, faire des soirées, te balader tout nu si tu veux, si tu habites tout seul, etc. Et ça, c'est quand même plutôt cool, c'est ton espace et justement, je disais, c'est vraiment important de se sentir chez soi, même quand on est à 10 000 km du pays d'où on vient. Ça, c'est quand même très cool parce qu'en tant que nomade, on vit sur la route. Les endroits où on est, c'est notre maison, ok? Donc c'est important. Et puis, autre point positif, t'as pas besoin d'attendre pour utiliser la salle de bain, utiliser la cuisine, etc. Et je te dirais, t'as beaucoup plus de choix de type de logement. Tu peux prendre un truc hyper luxueux ou un truc vraiment pas cher. C'est toi qui choisis. Ensuite, au niveau des points négatifs d'être en appartement en tant que nomade, eh bien, c'est que si t'es pas en coloc, c'est que tu vas devoir faire des efforts pour te constituer une vie sociale, rencontrer des gens, etc. Ça, je t'ai fait une vidéo aussi sur comment ne pas être seul, comment ne pas expérimenter la solitude, comment ne pas vivre la solitude en tant que nomade. Je t'invite à regarder. Autre point négatif, c'est peut-être un petit peu moins facile et tout en un et réservable en un clic que le co-living par exemple. Quoique avec Airbnb, tu pourrais trouver un appartement longue durée assez rapidement et voilà. Autre chose aussi, c'est que par rapport aux co-living qui sont faits pour les nomades, là, Internet, ça reste à valider quand même. Je te recommande toujours de faire un test quand tu visites un appart, de demander aussi à la personne de faire un test avant de te déplacer pour être sûr que ça va aller, de faire un test quand tu visites parce que c'est plus instable qu'un co-living qui va investir. Pour certains, il y en a qui investissent dans des satellites privés pour avoir Internet super rapide. J'ai vu ça au Mexique, donc vraiment un point à valider Internet. Et puis, c'est pas un endroit commercial, c'est pas un endroit qui va être géré par une réception, je sais pas, que ce soit un hôtel ou un co-living. Et donc, si tu as des voisins qui font du bruit, qui font la fête, qui sont chiants, tu vas le payer dans la durée. Et ça, malheureusement, c'est difficile de savoir. Bon, tu te doutes que si tu loues un appart de luxe, tu vas avoir moins de problèmes comme ça, mais ça pourrait quand même arriver. Et ce qui nous amène maintenant à un troisième type de logement que je te recommande en tant que nomade. Je fais pas de point sur les auberges de jeunesse, à part si c'est des co-living, parce que quand tu es nomade qui débute et qui a pas beaucoup d'argent, ok, mais tu es très peu productif et ça va être souvent une ambiance de fête que je recommande pas si tu es nomade sérieux qui veut bosser. Donc le troisième catégorie, c'est les hôtels. Parce que oui, quand tu es à l'étranger, les hôtels, ça peut devenir une option qui est abordable. Tu peux trouver des bons hôtels pour vivre à l'étranger à 10, 15, 20 € la nuit ou plus. Et c'est une option qui est assez intéressante et assez confortable à laquelle pas grand monde pense. Je te laisse regarder si tu veux en haut à droite, j'avais fait une vidéo quand j'ai commencé ce projet de nomadisme, etc., de faire du contenu. Mon expérience en tant que nomade dans un hôtel tout inclus à Cuba. Je te laisse regarder ça, c'était assez intéressant. Même si Cuba, niveau internet, c'est pas ce que je te recommanderais. Et justement, je suis en ce moment dans un hôtel coworking à Puerto Vallarta qui s'appelle le Joint Coworking Hotel, où c'est un hôtel, on a chacun notre chambre, il y a du ménage, etc. Mais il y a aussi un coworking, il y a aussi une cuisine partagée, il y a aussi un jacuzzi et il y a aussi une salle de sport par exemple. Donc c'est assez cool, je te mettrai quelques images pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et je te dirais aussi qu'en 2021, les hôtels qui n'ont pas de services comme ça, de coworking, de bon internet et d'endroits pour bosser, ils se tirent une balle dans le pied parce que tout le monde veut pouvoir regarder des vidéos quand il est en voyage, Netflix ou autre, regarder ses emails et pouvoir travailler. Ça devient vraiment la norme et tous les hôtels qui n'ont pas ça se tirent une balle dans le pied.
Au niveau avantage de vivre en hôtel quand tu es en tant que nomade à l'étranger, je te dirais que le confort qui est quand même assez cool. Tu peux avoir du ménage qui est fait tous les jours, toutes les semaines. Il y a une réception qui sont là pour s'occuper de toi. Tu peux leur demander de réserver des choses pour toi, des activités, des hôtels, pas des hôtels, mais des restaurants, etc. Et puis, tu as aussi la vie sociale des gens qui sont dans l'hôtel. C'est un petit peu moins présent que dans un co-living, mais tu peux quand même rencontrer des gens assez cool, comme j'ai pu le faire ici, au coworking ou à d'autres parties de l'hôtel. Et puis tu as aussi des installations, comme je disais, ici on a un jacuzzi, salle de sport, etc. C'est quand même très cool et très confort. Tu sais que tu vas être bien, que tu vas être tranquille. Au niveau côté négatif, il y a certains hôtels dans lesquels tu vas pas avoir accès à une cuisine, et ça je trouve ça c'est quand même obligatoire quand tu vas rester quelques semaines ou un mois quelque part, d'avoir accès à une cuisine pour cuisiner juste tes petits trucs, ton petit déj, ton repas du midi, ton repas du soir si tu veux. Ça c'est hyper important, ça me fait personnellement me sentir chez moi, et malheureusement il y a quelques hôtels qui n'ont pas de cuisine, et pour moi c'est un point négatif. Tu vois, quand je suis arrivé à Playa del Carmen début janvier, l'endroit où j'étais pour 10 jours avait pas de cuisine. Pour 10 jours ça va, mais si j'allais rester un mois de plus comme je l'ai fait, il me fallait vraiment une cuisine, c'était important pour moi. Hôtel aussi, c'est pas parce que c'est un hôtel que l'internet va être bon, donc je te recommande aussi de vérifier la vitesse d'internet et de t'assurer que de ce côté-là, tout est ok. Et puis il y a quand même ce côté hôtel qui peut être parfois impersonnel dans les endroits où c'est vraiment les hôtels pour touristes. Les gens sont là pour dormir, ils partent, et il y a des gens qui vont juste rester un jour ou 2 jours. C'est un petit peu dur de créer des relations dans ces conditions-là. Donc voilà concrètement les 3 grandes options que je te recommande en tant que nomade digital pour loger, les avantages, les inconvénients, et de mon côté je te montre un petit peu à quoi ça ressemble ici pour la fin de cette vidéo. Je te dis à très vite, ciao ciao. Donc ici on a l'entrée de l'hôtel avec le restaurant qui fait partie du building. On rentre à la réception, il y a plein de trucs sympas pour se poser. Il y a un coin dehors hyper cool avec une terrasse au bord de la rivière. Ici la partie spa jacuzzi. Voilà ma chambre, très cool, lumineuse avec la vue sur la rivière. La cuisine partagée, tout équipé. La salle de sport. Et puis enfin le coworking. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.